Donc, mon nom, c'est Monsieur Martini Hubert. J'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base, je suis enseignant normal sup, agrégation, etc. J'enseigne encore aujourd'hui à l'INALCO, c'est Languedoc, depuis presque 25 ans. Je suis responsable du master commerce international et langues orientales. Mais on va dire 90% de mon activité, c'est une activité de conseil et un peu de formation pour des entreprises et des banques. Aujourd'hui, plus pour des banques que pour les entreprises. On va dire 70% pour des banques, 30% pour les entreprises. Et je me partage en 3 zones géographiques, 50% en France, 25% Maghreb, Afrique, Proche-Moyen-Orient et 25% en Asie du Sud-Est, et entre autres au Vietnam où j'ai une société et où je suis présent quand il n'y a pas le Covid à peu près 4 mois par an. Voilà, donc ça se répartit et j'interviens dans des banques soit françaises en France ou à l'étranger, soit des banques étrangères en France et à l'étranger. J'interviens pas mal dans des banques marocaines, algériennes, vietnamiennes, etc. Donc, le thème aujourd'hui, c'est sécuriser vos paiements à l'international. Et dès qu'on m'a demandé d'animer ce séminaire sur les techniques de paiement, bon, j'ai tout de suite eu le réflexe de penser quand même plutôt export que import. Et j'ai tout de suite pensé à la fameuse phrase « Vendre, c'est bien, être payé, c'est mieux ». En effet, cet adage pose bien les choses. Nos commerciaux sont souvent capables de décrocher des contrats dans des pays émergents, parfois des pays un peu difficiles sur le plan de risque. Et il appartient donc à ces commerciaux en liaison avec leur direction financière et juridique et en partenariat avec les banques, voire avec les assureurs crédit, d'essayer de trouver des solutions pour qu'une opération puisse aboutir à un encaissement à échéance. Bon, donc, je suis auteur d'un certain nombre de bouquins, je passe ça. Voilà. Donc, comme je l'ai mis dans cette diapositive, l'export, c'est un gisement d'opportunités et la concurrence étant largement intensifiée, on s'aperçoit de plus en plus que des grandes entreprises ou des PME vont chercher des marchés un peu en dehors des sentiers battus. Donc, ça peut être l'Ouzbékistan, ça peut être les Philippines, ça peut être le Venezuela. Bien qu'en ce moment, ce n'est pas trop le moment d'aller au Venezuela, mais bon, ça peut être des zones assez compliquées qui peuvent poser des problèmes de sécurisation. Pour le vendeur, lui, ce qu'il veut, c'est être payé, alors que les acheteurs étrangers, à la base, ce qui les intéresse, c'est recevoir la marchandise en temps et en heure, dans la qualité requise et éventuellement de payer. Bon, notre chance, c'est que la plupart des acheteurs payent. En général, le risque de non-paiement est quand même relativement réduit, mais il doit quand même être intégré. Il y a un aspect que l'on doit aborder lorsqu'on parle de paiement et lorsqu'on parle de commerce international, c'est de se dire que les aspects compliance doivent être pris très en amont dans une négociation. C'est des choses auxquelles on ne pensait pas il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, par les temps qui courent, en raison entre autres de la politique des banques, des assureurs crédit et aussi des entreprises elles-mêmes, elles se doivent, avant d'entrer en relation commerciale avec un partenaire, eh bien, de vérifier qu'il est acceptable en termes de compliance et de sanctions internationales. Je prends un exemple très factuel. J'ai une entreprise française qui va travailler sur un projet d'un abattoir dans la banlieue de Dakar. Projet très intéressant avec une bonne rentabilité, sauf qu'en cours de route, s'aperçoivent que le partenaire de l'acheteur sénégalais est une société russe et que cette société russe, elle est sous sanction pour différentes activités qui ne plaisent pas. Et donc, en fin de compte, l'opération va être abandonnée parce que derrière, on sait que ce contrat ne pourra pas aller jusqu'au bout dans la mesure où les banques en France refuseront de recevoir les fonds de la part de cet acheteur sénégalais compte tenu de son partenariat avec cette société russe. Bon. La question du paiement se pose de façon assez forte au lendemain donc, de cette crise du Covid, parce que force est de constater qu'on a des entreprises qui auront été fragilisées suite à cet arrêt de l'économie. Deuxièmement, il y a des pays qui vont connaître plus de difficultés. Alors, tout ça doublé en plus d'une baisse du prix du pétrole qui est pour l'instant relativement installée. Donc, il y a un certain nombre de pays qui vont connaître des difficultés financières. Et enfin, il y a des banques qui risquent de faire les frais de cette crise de Covid en ayant des taux de sinistralité plus élevés. Donc, globalement, le risque de non-paiement, il me paraît plus élevé aujourd'hui qu'il n'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et donc, pour les exportateurs qui sont soit
sur des marchés sur lesquels ils étaient déjà présents ou qui vont être en phase de prospection, eh bien, le paramètre financier doit être davantage travaillé pour trouver des solutions. Je vous prends un exemple aussi factuel. Je travaille pour le groupe Safran. Eh bien, Safran, c'est l'aéronautique. Et là, j'étais très sollicité sur différentes opérations qui n'étaient pas des ventes d'équipements en très grosse quantité, mais c'était des pièces de rechange qui peuvent valoir quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions. Et sur des clients qui habituellement, ils travaillaient en open compte non sécurisé, eh bien, ils mettent en place une politique financière plus stricte avec exigence, soit de l'aide de crédit stand-by, soit d'assurance crédit. C'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'il y a une fragilisation des compagnies aériennes et que certaines compagnies, ils ne vont pas leur faire confiance comme ils le faisaient par le passé. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de comportement dans certains secteurs d'activité. Cette diapositive ici, elle est un tout petit peu pédagogique et un peu académique. Elle montre, en fin de compte, l'ensemble des risques qu'une entreprise exportatrice va devoir supporter. En phase de prospection, il y a le fameux risque de prospection, c'est le risque d'avoir investi pour prospecter un marché et derrière de ne pas avoir un retour sur investissement. Donc là, les solutions, elles existent. C'est BPI-France, d'accord, Assurance Export, qui peut proposer des produits qui tournent autour de l'assurance prospection, produits qui historiquement étaient gérés préalablement par COFAS. Et aujourd'hui, ces produits qui ont quand même un peu évolué restent quand même dans cet esprit. C'est-à-dire que globalement, l'entreprise prospecte, elle dépense, il y a des conditions dans sa prospection, et derrière, en cas d'échec, une bonne partie de son investissement de prospection sera remboursée. Si elle réussit, eh bien, elle devra juste restituer les avances qu'on lui aura faites. Deuxième risque que rencontrent les entreprises, le risque qu'on appelle risque de fabrication ou le risque d'interruption de marché. C'est-à-dire que l'entreprise, elle signe un contrat. Ce contrat, soit ce sont des produits spécifiques, d'accord, soit ce sont des produits plus ou moins standards, mais quoi qu'il en soit, il est fort possible que pour des raisons politiques ou pour des raisons commerciales, le contrat n'aille pas jusqu'au bout et que l'entreprise se retrouve avec d'un côté des intrants qui vont être, on va dire, perdus dans la mesure où le contrat ne va pas jusqu'à son achèvement et l'entreprise se retrouve avec des produits qui sont à moitié finis ou qui ont été fabriqués mais qui sont spécifiques aux besoins d'un client. Donc, ce risque d'interruption de marché, ce risque de fabrication, comme j'ai dit, qui peut être d'origine commerciale ou politique. Donc, politique, c'est si, par exemple, on a une révolution et donc l'acheteur renonce à sa commande en disant qu'il n'en a plus l'utilité compte tenu du contexte, soit commercial, parce que l'acheteur est en difficulté financière, il prévient en amont son fournisseur qui ne sera pas en capacité d'honorer la commande. Quoi qu'il en soit, la seule solution pour l'exportateur de se protéger du risque de fabrication, c'est d'essayer dans un premier temps de demander des acomptes, donc des acomptes éventuellement au fil de l'eau, mais ce n'est pas toujours facile commercialement de demander beaucoup d'acomptes, d'autant plus que sur certaines zones géographiques, les acomptes sont très encadrés. Je pense par exemple à l'Algérie où les acomptes sont plafonnés à 15% du contrat et en plus contre la mise en place de garanties bancaires. Dans d'autres pays, les acomptes peuvent être plafonnés à 30%, voire exceptionnellement à 50%, et toujours avec des garanties bancaires. Donc, les acomptes, c'est une très bonne solution, mais la contrepartie, c'est que parfois, c'est contre la mise en place de garanties bancaires. La deuxième solution, c'est d'utiliser l'assurance crédit. Donc, on peut couvrir le risque d'interruption de marché par une assurance crédit. Et l'assureur crédit peut couvrir soit le risque de fabrication d'origine commerciale, soit d'origine politique. Souvent, les entreprises couvrent uniquement le risque d'origine politique. Donc, on imagine que le contrat s'exécute tranquillement, il n'y a pas trop de soucis. Alors, il y a un certain nombre de risques que je n'ai pas évoqués. Il peut y avoir un risque de change en fonction de la facturation du contrat et la devise de fabrication ou de sourcing. On peut avoir aussi un risque économique avec une variation du prix des intrants qui peuvent être une matière première ou des composants. Donc là, tout ça, ça peut être maîtrisé. Par exemple, une boîte comme Silec Câble, qui est le groupe Prysmian, qui vend des câbles à haute tension. Une partie des câbles est fabriquée en cuivre. Eh bien, eux, ils prennent des couvertures sur matière première, couvertures sur cuivre, pour limiter
le risque d'évolution du prix de la matière première lorsqu'ils ont des contrats d'approvisionnement sur un an, sur 2000 km de câbles, par exemple avec l'ONE du Maroc et l'EDF marocain. On imagine qu'on passe à la phase d'expédition. Donc, le matériel a été fabriqué plus ou moins au fil de l'eau. Il est expédié soit au fil de l'eau, soit d'un coup. Et donc là, se pose un problème de risque logistique. Ce risque logistique est lié au choix de l'incoterm. J'ai une petite diapo là-dessus assez rapidement. Donc, en fonction de l'incoterm qui a été choisi, eh bien, les risques sont plus ou moins importants pour le vendeur. Et parallèlement à ça, en fonction du niveau de risque logistique, eh bien, on peut souscrire des assurances transport. Soit l'assurance est souscrite par le vendeur, soit elle est souscrite par l'acheteur, afin de pallier aux éventuellement dommages liés à ces aspects logistiques. Il faut savoir quand même que couvrir le risque logistique est important parce que du matériel qui arrive endommagé peut aboutir à un non-paiement. D'accord ? Quand bien même le client était solvable financièrement, eh bien, si le client reçoit une marchandise endommagée et que par malchance, il ne s'est pas assuré, il peut avoir le réflexe de ne pas payer. À partir du moment où ça a été expédié, eh bien, il y a facturation. Et là, l'entreprise, eh bien, elle est soumise à un risque de non-paiement. Et comme on l'a vu, qui peut être d'origine commerciale ou d'origine politique. Il est bien évident que les exportateurs n'ont pas intérêt à se poser la question du risque de non-paiement au moment où ils vont expédier la marchandise et qu'ils facturent. Ça doit être une question qui se pose très en amont, soit au niveau de la prospection, en filtrant les prospects qu'on va contacter, en ayant des informations financières sur les prospects, ou au plus tard, au moment de l'offre, de pouvoir, au sein de l'offre, savoir quelle technique de paiement on va choisir en fonction du profil de l'acheteur, de son historicité et du pays de l'acheteur. Donc, ce sont des paramètres qui concernent en même temps le risque commercial et le risque politique. Bon. Enfin, une fois que ça a été livré, voire livré et installé, il y a d'autres risques qui sont liés aux difficultés de mettre en service, aux difficultés de réaliser le service après-vente. Il faut savoir que dans certains cas, l'exportateur est obligé de mettre en place des garanties bancaires pour rassurer l'acheteur qu'il sera bien en capacité d'exécuter ses obligations contractuelles de service après-vente. Et le risque, éventuellement, c'est des mises en jeu de certaines de ces garanties. Alors, je dis bien que c'est des risques parce que dans la réalité, dans la pratique des opérations, les appels abusifs sur les garanties ne sont quand même pas légion, mais on est en France, on a quand même une culture du risque et on aime bien quand même cerner où sont les risques et au moins les identifier. Voilà. Quelques mots sur les incoterms. Je pense que tout le monde connaît les incoterms. Pourquoi c'est important ces incoterms? Tout simplement parce que les incoterms, dans un premier temps, définissent comment se fait le transfert de frais et le transfert de risque entre l'exportateur français et son client. Mais deuxièmement, en fonction du choix de l'incoterm, certaines techniques de paiement seront plus ou moins adaptées. Donc, il est important de bien choisir l'incoterm en fonction des contraintes liées au contrat, en fonction des choix de l'acheteur et aussi en fonction du montage de l'opération. Je vais prendre un exemple tout simple. Je peux très bien vendre du vin en FCA ou FOB, import français, d'accord, mais aussi je pourrais très bien le vendre avec un CPT ou un CIP Shanghai. Alors que si je vends un bien d'équipement, par exemple une machine, une ligne d'embouteillage, une machine à fabriquer des bouteilles, eh bien, je peux être amené à aller plutôt vers des contrats avec un incoterm de la famille D, type DAP, en me disant de toute façon, le client, ce qu'il veut, il veut que l'équipement fonctionne parfaitement. Et donc, j'ai intérêt à garder la maîtrise de toute la logistique de bout en bout, de telle façon à ne pas avoir des surprises et ne pas faire des montages comme dans certains cas on le faisait anciennement. On vendait avec un incoterm très basique, mais derrière, on était responsable de la mise en service, avec éventuellement un pourcentage à la mise en service qui pouvait représenter 20, 30, 40%, qui est souvent bien supérieur à la marge. Et donc, on avait des risques logistiques qui pouvaient empêcher la bonne réalisation du contrat et derrière avec des pertes. Donc, de plus en plus d'entreprises qui vendent des biens d'équipement choisissent de vendre avec des incoterms complets. Ça donne plus de travail, mais au moins, on a une meilleure maîtrise du contrat. Donc là, je vous ai listé l'ensemble des risques que j'avais un peu évoqués. Donc là, on est plutôt orienté export. Donc là, je vous ai mis tous les risques liés
à une opération de commerce international. Il y a des risques que je n'ai pas le temps de développer, mais bon, il y a des risques douaniers, il y a des risques fiscaux hein, qui sont liés à plusieurs choses. Un risque douanier par rapport à la qualification de l'origine de mes produits qui peuvent donner lieu à une contestation dans le pays d'accueil et derrière avec une taxation un peu différente. Je prends un exemple tout simple, je suis Vinci Énergie, je fais fabriquer des tableaux à commande numérique en Slovaquie. La Slovaquie, c'est l'Europe. Mon fournisseur m'a promis un EUR1. Et donc, moi, ça m'intéresse parce que mon client algérien ou marocain, le fait qu'il y ait une origine préférentielle européenne lui permet de ne pas payer de droits de douane ou d'avoir des droits de douane réduits. Sauf que manque de chance, le fournisseur slovaque, eh ben, il utilise des intrants asiatiques en termes de composants. Et malgré que la partie européenne supplante la partie asiatique et donc de l'ordre par exemple de 60% européen ou 70% et 30% asiatique, il a le droit donc d'avoir l'origine préférentielle. On peut très bien se retrouver avec une douane marocaine ou algérienne qui conteste l'origine en disant moi, cet EUR1, ce document qui m'atteste l'origine préférentielle, je le conteste. Quand j'ouvre la machine, je vois plein de trucs écrits en chinois et donc dispute entre l'importateur et la douane locale. Et ça finit pour ne pas trop perdre de temps et pas trop dépenser d'argent à accepter de payer comme si le produit était d'origine asiatique, alors que normalement, ce produit est d'origine européenne. Ce sont des cas qui sont plus fréquents qu'on peut imaginer. Je parlais de risque fiscal. Ça, c'est le fait que dans certains contrats, on a des contrats avec une partie qu'on appelle onshore et une partie offshore. Donc, une partie qui a été réalisée au départ, par exemple, de France ou de l'étranger, une partie qui a été exécutée localement. Et il faut savoir qu'il y a des parties qui peuvent donner lieu à des retenues à la source et ne pas traiter ces aspects fiscaux peuvent donner lieu à des redressements fiscaux extrêmement importants qui peuvent remettre en cause l'équilibre financier de l'opération et sa rentabilité. Pour l'import, qui n'était pas trop l'objet de notre séminaire, il y a des risques à l'import qui ne doivent pas être négligés. Premièrement, les importateurs français doivent s'entourer de quelques précautions en ce qui concerne la capacité de leurs fournisseurs étrangers. Et on l'a bien vu avec l'histoire des masques. Les importateurs de masques avaient des gens qui voulaient être un peu opportunistes et sourcer des masques. Et bien, certains se sont trouvés de très grosses ardoises parce qu'ils avaient versé des acomptes importants à des fournisseurs qui n'étaient pas plus compétents à fabriquer des masques que de fabriquer quoi que ce soit. Ensuite, se pose le problème de la solvabilité de l'importateur, parce que si l'importateur français n'est pas très solvable, eh bien, son fournisseur étranger va exiger des garanties bancaires, qui peuvent être garanties bancaires de paiement, des crédits documentaires import. Un autre aspect à ne pas négliger à l'import, c'est un risque de change, parce qu'on peut être amené à se sourcer en dollars et derrière à revendre en euros. D'accord ? Et puis globalement, comme il y a quand même un éloignement plus ou moins fort géographique entre le fournisseur étranger et l'importateur français, eh bien, il faut se garantir de la bonne exécution du contrat. Et donc, on peut être amené à réfléchir sur des inspections avant embarquement, sur la mise en place de garanties bancaires de bonne exécution et éventuellement de se servir d'intermédiaires, de prestataires qui peuvent être amenés à mieux sécuriser ce sourcing. Voilà. Donc, en parlant de typologie des risques et en se centrant sur le risque de non-paiement, eh bien, il y a premièrement un risque sur l'acheteur, qu'on appelle un risque commercial. Donc ça, c'est lié à la solvabilité du client. Si je prends l'exemple des équipementiers aéronautiques, ils ont une liste de toutes les compagnies aériennes. On a des compagnies aériennes, je parle avant le Covid, qui étaient réputées comme étant, on va dire, de très bonne qualité, très bons payeurs, et d'autres qui étaient à l'index. Je pense par exemple à Air India, qui était quasiment blacklisté, aussi bien chez Thales que chez Safran, parce qu'ils avaient la réputation d'être extrêmement mauvais payeurs. Voilà. Donc, ça veut dire que le crédit manager ou le comptable, ça dépend de la structure de la boîte, eh bien, se fait sa propre base d'analyse du risque de ses clients, souvent alimentée par des bases d'informations commerciales qui ont été achetées ou qui ont été fournies par un assureur crédit. Ensuite, il y a quand même le contexte de l'activité du client. Je crois que je l'ai reproduit un peu plus loin. Il y a des diapositives sur COFAS qui montrent le risque en fonction des secteurs d'activité. Donc, vous savez, il y a la fameuse phrase « quand le bâtiment va, tout va ». Eh bien, on s'aperçoit que dans certaines zones géographiques, c'est le bâtiment, c'est l'automobile, c'est d'autres secteurs qui sont soit
en très forte croissance, soit qui sont en crise. Il est bien évident qu'un exportateur doit faire attention non seulement au client, mais aussi à l'environnement du client et au secteur d'activité du client. Si je vends des machines textiles, eh ben, ça m'intéresse quand même de savoir comment se comporte mon client asiatique ou tunisien dans le secteur du textile. Est-ce que c'est un secteur qui est en croissance ou s'il est en crise? Parce que vendre un équipement à quelqu'un qui aujourd'hui semble solvable, si son marché est déclinant, eh bien, ça peut réserver quelques surprises. Bon, il y a un autre aspect qui joue, c'est quand même l'historicité de la relation entre l'exportateur et son client qui peut faire qu'on peut accepter des niveaux de risque un peu supérieurs parce qu'on a une bonne connaissance de son client. Donc ça, c'est pour l'aspect risque sur l'acheteur. Après, il ne faut pas oublier que l'acheteur se trouve dans un pays et donc il y a un risque pays qui est lié au risque où se trouve ce client. Ce risque pays, on en trouve des informations assez facilement et gratuitement sur Internet. Je pense aussi de tous les gros assureurs, d'accord, de tous les courtiers. Et je recommande entre autres le site de Coface parce qu'il est facile d'accès, il est pas mal fait, mais on peut très bien aller voir le site de LR Hermès, le site de Grasse Savoie ou d'autres sites qui analysent ce risque pays. Je vous ai mis en évidence les indicateurs de risque. Et là-dessus, on pourrait dire que les indicateurs, c'est premièrement la fragilité politique, d'accord, qui constitue un risque important sur certaines zones géographiques. Le deuxième paramètre, c'est le risque de crise de liquidité. Alors, le risque de liquidité, il est mesuré par les réserves en devises qu'un pays détient. Et ces réserves en devises, bien sûr, on peut les exprimer en milliards, mais ce qui est intéressant, c'est de les exprimer en mois d'importation. Et donc, par exemple, quand un pays a des réserves en devises qui représentent 8 mois d'importation, c'est considéré comme une situation très confortable. C'est le cas, par exemple, de Singapour. Alors qu'un pays qui aurait des réserves en devises qui s'élèvent à 1 mois ou 2 mois, je crois que la Tunisie, c'est 2 mois, eh bien, c'est un peu plus critique. Ça veut dire que si jamais il y a un ralentissement de leurs exportations, ou s'il y a un renchérissement de leurs importations, eh bien, le pays peut vite se retrouver en insuffisance de devises. Et dans ce cas, les peu de devises que le pays a sont donc orientées vers payer la dette, par exemple, que le pays aurait vis-à-vis de la Banque mondiale, du FMI, financer ses importations stratégiques et derrière, eh ben, les fournisseurs étrangers seraient payés quand ça serait possible. C'est pour ça qu'on parle dans certains cas de risque de non-transfert. C'est le fait que l'acheteur peut éventuellement avoir de l'argent sur son compte, d'accord, dans la devise locale, mais être dans l'incapacité de donner instruction à sa banque de transférer des euros ou des dollars à son fournisseur européen ou asiatique ou américain. Un des meilleurs exemples que l'on a dans l'histoire, c'est l'Argentine, qui a cumulé à plusieurs reprises des interruptions de transfert de devises qui peuvent durer jusqu'à 1 an. À un moment, PSA avait une créance de quasiment 200 millions sur cette filiale d'Argentine. Renault avait à peu près l'équivalent. Ensuite, je vous ai mis risque du secteur bancaire. En effet, l'acheteur va nous payer par une banque. Éventuellement, sa banque a donné un engagement de paiement, mais l'engagement de la banque de l'acheteur est quand même fonction de la qualité de cette banque. Et on sait que dans certains pays, on a des banques de très bonne qualité, et puis parfois des banques un peu plus fragiles. Donc, un engagement donné par une banque, il faut quand même savoir évaluer que représente le niveau de risque de cette banque. Si je prends un exemple, parce que tout le monde connaît un peu ces mots-là, quand certains exportateurs veulent avoir des crédits documentaires irrévocables et confirmés, dans le mot confirmation, il y a bien la volonté de l'exportateur de ne pas se limiter à l'engagement de la banque dans le pays de l'acheteur, mais que cet engagement soit doublé de l'engagement d'une banque, par exemple en France ou en Europe, de telle façon à réduire le risque lié à la banque étrangère et au pays de l'acheteur. Bon, ensuite, je vous ai mis d'autres paramètres, le surendettement extérieur du pays, la vulnérabilité de la conjoncture. Tout ça, ce sont des éléments qui pèsent dans le risque pays. Vulnérabilité, par exemple, de la conjoncture, je vous prends un exemple tout simple. Lorsque un pays comme la Tunisie dépend à 80% de ses exportations vers l'Europe et à 75% des 80% Italie, France, Allemagne, ça veut dire que globalement,
les recettes de la Tunisie proviennent des exportations et des touristes. Donc, s'il y a une crise dans le secteur touristique, ben, les recettes ne rentrent pas. Et si un des 3 pays que j'ai nommés, Allemagne, Italie ou France, est un peu en difficulté, ben, c'est les carnets de commandes qui vont baisser et forcément moins de rentrées de devises en Tunisie, et ce qui peut aboutir à ce que les réserves en devises soient relativement basses. Donc, pour ce qui concerne le risque pays, les sources d'information, c'est essentiellement les banques et les assureurs. Il y a beaucoup d'informations quand même disponibles sur Internet. Après, c'est des informations, il faut toujours les recouper et vérifier quand même qu'elles sont relativement récentes. Là, j'ai été piqué sur le site de Coface quelques informations assez récentes et qui montrent bien que les entreprises qui s'intéressent à l'international doivent être quand même en vigilance parce que les assureurs crédits, là, voilà, l'article date de début avril, les assureurs crédits ont bien détecté que, mis à part une récession qui s'annonce assez forte, il y a une fragilisation des entreprises, non seulement en France, mais dans d'autres zones géographiques, et qu'on ne peut pas travailler de la même façon, en tous les cas pendant quelques mois ou quelques années, parce qu'il y a des entreprises qui vont avoir du mal à remonter la pente, et donc on va se montrer plus strict en ce qui concerne les conditions de paiement qu'on va exiger. Là, cette diapositive, elle vous montre, elle est extraite de Coface, elle vous montre le risque pays au niveau de tous les pays du monde. Il faut savoir que depuis 2 ans, Coface a une échelle qui va de 1 à 8, qui est notée de A1 à E, d'accord. Dans beaucoup d'assureurs crédit ont une notation de 1 à 7. Il faut considérer qu'en termes de risque pays, tant qu'on est jusqu'à A4, c'est relativement satisfaisant. Quand on commence à être AB, ça commence à être, faut être un peu plus prudent. Et donc là, on peut être amené à devoir sécuriser le risque pays. Et quand on va à C, D ou E, et ben là, le risque devient plus important. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des affaires, parce que comme dit Schneider, quand on vend sur des pays très risqués, souvent on a des marges plus élevées, marges nettes plus élevées, donc ça peut être intéressant. Mais en tous les cas, quand on vend sur des pays plus élevés, on va davantage sécuriser, ça a un coût, et donc il faut qu'au niveau des prix, on est bien incorporé dans sa construction de prix export, le coût des sécurisations. Question au passage, non? C'est bon? C'est clair? Vous voyez quand même que c'est quand même l'Afrique, le Moyen-Orient qui donc concentrent le niveau de risque important. Après, l'Amérique du Sud, entre autres l'Argentine, le Venezuela, ça doit être l'Équateur, voilà. Et bon, il y a quelques pays comme ça qui sont quand même en situation assez difficile. Bon, j'ai été voir Euler Hermès et globalement, la diapo est à peu près du même tonneau. Peut-être que Euler Hermès est peut-être un peu plus strict sur certaines zones géographiques. Et c'est pour ça que l'on constate, quand on s'intéresse au domaine, que l'appréciation de risque n'est pas identique d'un assureur à l'autre. Et là-dessus, j'aimerais quand même faire une remarque. J'aime beaucoup le site Coface, mais Coface a un très, très gros défaut, c'est qu'ils ont une approche risque qui est plutôt orientée moyen terme, c'est-à-dire grand contrat. Et donc, on se retrouve avec des notations pays qui peuvent faire un peu peur, alors que l'exportateur est en train de vendre des produits qui sont payables à 30, 60 ou 90 jours. Alors que quand on va voir, par exemple, les assureurs allemands, belges ou autres, ils ont une analyse de l'assurance crédit et du risque en distinguant le court terme du moyen terme. Donc, peut-être il est intéressant quand on va voir le site par exemple de Coface de toujours le recouper avec le site d'autres assureurs, de 2-3 autres assureurs pour pouvoir se faire une idée. Après, je dis toujours que quand on fait l'analyse de risque pays, il faut avoir un raisonnement un peu du café du commerce. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai demain un projet sur l'Éthiopie, bon, je vais aller voir ce que Coface me dit sur le risque Éthiopie, mais bon, je vais me souvenir que les Italiens ont été se balader un peu à Addis Abeba et j'irai voir le site de la SACE pour voir qu'est-ce que pensent les Italiens du risque Éthiopie. Et si, par exemple, j'ai un projet sur le Brésil, je ferai la même chose en allant voir l'assureur crédit américain et l'assureur crédit portugais. Voilà. En ce qui concerne l'Asie, l'assureur crédit allemand est quand même très, très bon pour nous donner des informations, pour les recouper. Voilà. Donc là, je vais vous donner un exemple, toujours sur le site de la Coface, qui vous montre un peu comment ça se présente en version de base. Donc, on peut chercher tous les pays du monde. Il y a à peu près 160 pays
qui sont notés par COFAS, avec non seulement une notation, mais derrière avec une analyse assez poussée, hein, assez intéressante, hein, c'est assez littéraire, donc c'est intéressant. Et vous avez en tête de page un certain nombre de pays avec les derniers changements. Donc là, on s'aperçoit que le Sénégal s'est encore amélioré, hein, c'est quand même le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays en Afrique qui s'en sortent relativement bien. Après, on constate la dégradation de certains pays, entre autres par exemple le Chili. Mais d'un autre côté, la Turquie, qui était en très mauvaise situation depuis 2 ans, ça s'améliore doucement. Mais après, on peut cliquer, on a beaucoup plus d'informations. Après, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, sur le site de COFAS, mais c'est aussi sur d'autres sites, on peut avoir une analyse sectorielle. Donc, en fonction du secteur d'activité, on peut savoir qu'en fonction des zones géographiques, eh bien, il y a tel ou tel secteur d'activité qui est en bonne performance ou qui est en déclin ou en difficulté. Donc, ça peut aussi être une aide à la décision. Bon, vous voyez, par exemple, le transport, c'est quand même pas très, très bien parti en ce moment. D'accord ? Et pareil dans l'automobile. Hein. Donc, les difficultés qu'on rencontre en France chez nos constructeurs aéronautiques, les équipementiers et dans l'automobile, c'est parce que globalement, les marchés sont en chute libre. D'accord ? Bon, la pharmacie, ça a l'air de bien se porter. Voilà. Bon, le textile, c'est pas terrible. Bon. Donc là, je vous ai fait une petite diapositive qui pourrait être en quelque sorte les questions qu'on peut se poser en tant qu'exportateur. Dans cette diapositive, qu'est-ce que je montre? Je montre qu'en fin de compte, un exportateur va se poser la question par rapport à mon opération. Est-ce qu'il s'agit d'une opération ponctuelle ou est-ce que c'est un courant d'affaires? Parce qu'on n'analyse pas les choses de la même façon. Ensuite, je vais m'intéresser au risque sur mon client. Est-ce que le risque commercial est faible ou est-ce qu'il est élevé? Et parallèlement à ce risque commercial, où se trouve mon client? Risque pays. Est-ce que le risque pays est faible ou il est élevé? Et en fonction, en fin de compte, du couple, risque pays, risque commercial, et en ajoutant une dimension opération ponctuelle ou courant d'affaires, et je peux arriver à des solutions ou des couples de solutions. Je vais prendre un exemple simple, un peu provocateur. Risque pays faible sur un client à risque faible, je peux travailler en open account, c'est-à-dire en transfert libre. Je vends à mon client payable à 60 jours ou à 30 jours et je définis le montant de l'encours que je suis prêt à lui autoriser en fonction du potentiel de ce client. Si maintenant j'ai un client qui est relativement en bonne santé financière mais dans un risque élevé, eh bien, je peux être amené à adopter une autre sécurisation. Je vais prendre un exemple. Je vais vendre à Total Angola. Total Angola est en bonne santé financière, mais l'Angola, lui, est en grosse difficulté, entre autres avec la chute du prix du pétrole. Donc là, je suis dans la case jaune, là, jaune d'or. Donc là, comment je peux travailler? Je peux me dire, je peux demander un paiement d'avance, mais là, ça ne va pas du tout être bien perçu par mon client Total Angola, donc j'oublie. Ensuite, je peux lui dire, je aimerais bien avoir un crédit documentaire irrévocable et confirmé, sachant que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout la confirmation pour me protéger du risque Angola et du risque de la banque angolaise. Ça risque éventuellement de grincer parce que Total Angola n'a pas forcément envie de bloquer ses lignes de crédit pour me faire plaisir. Et je peux peut-être aboutir à la solution suivante. Soit il y a un assureur crédit qui est prêt à me couvrir l'opération. Alors, soit dans le cadre d'une assurance crédit que j'ai en assurance crédit globale, soit sur ce qu'on appelle en anglais du single risk. C'est une assurance crédit qui coûte plus cher, mais qui me couvre une opération ponctuelle. Et une autre solution encore possible, c'est soit je demande à Total Angola une garantie bancaire, mais bon, le problème, c'est qu'il faut que cette garantie soit émise par une banque en Angola qui soit de bonne qualité. Mais comme j'ai dit que le risque pays est élevé, il faudrait qu'en fin de compte, j'ai une garantie émise par une banque française avec la contre-garantie d'une banque angolaise. Donc, il faut que je trouve la bonne banque. D'accord ? Et en dernier ressort, je peux peut-être me dire, pour des raisons commerciales, c'est un peu usine à gaz. Je sens que je suis en train de friter mon client qui trouve que je n'ai pas trop confiance en lui. Et je peux peut-être obtenir une garantie maison mère. Lui dire, bon, en fin de compte, je suis prêt à vous vendre payable à 60 jours, mais je veux quand même que votre filiale Total France se porte garant de votre solvabilité. Donc, vous voyez, on est passé d'une situation très stricte
à une situation un peu plus soft. Et en fin de compte, je dis à mon client angolais, OK, je vous fais confiance, mais je veux avoir un parachute qui s'appelle une garantie maison-mère. Alors, sur le principe, c'est jouable. Après, tout dépend de la politique du groupe. Vous avez des grands groupes qui refusent d'émettre des garanties pour le compte de leur filiale. Ils considèrent que c'est une insulte et d'autres qui l'acceptent plus ou moins facilement. Et vous avez des groupes qui, au fil du temps, ont changé. Par exemple, chez Vinci, ce n'est pas une habitude d'émettre des garanties pour le compte des filiales. Chez Renault, ça ne pose aucune difficulté. Historiquement, ils le font depuis très longtemps. Et chez PSA, qui avait l'habitude de ne pas le faire, et ben, suite à la crise de 2009 dans l'automobile, et ben, ils ont pris des habitudes d'accepter ponctuellement de mettre en place des garanties pour le compte de leur filiale. Donc, vous voyez que rien n'est acquis, les choses peuvent évoluer. Voilà. Donc, maintenant, si je prends le cas d'une entreprise qui est en pas très bonne santé financière, bon, pas totalement à la ramasse, voilà, dans un pays à faible risque, donc ça peut être un client, je ne sais pas moi, en Hongrie, un client en Grèce, un client en Espagne, bon, je pourrais dire aussi un client en France, hein, d'accord? Et bien là, on peut se dire, bah, ce qui m'intéresse, c'est quand même de me protéger du risque commercial. Et donc là, ça peut être soit par une assurance crédit, si l'assureur crédit est prêt à me donner une couverture satisfaisante, mais ça peut être derrière vers soit un paiement d'avance si commercialement j'arrive à faire passer les choses, ou en tous les cas un acompte important, mais ça peut être tout simplement une garantie bancaire. Si maintenant on est sur risque pays élevé et risque commercial relativement élevé, eh bien là, on va vers les fameux crédits documentaires irrévocables et confirmés. Alors, il faut que ça soit négocié parce qu'il ne faut pas accepter n'importe quoi, mais il faut quand même se dire que si on va sur un crédit documentaire irrévocable et confirmé, c'est une contrainte pour l'acheteur parce que ça veut dire qu'il faut qu'il a négocié une ligne de crédit avec sa banque. Et deuxièmement, c'est une contrainte pour moi, exportateur, parce que, en termes de logistique, eh ben, ça quand même consomme mes ressources. Hein, l'administration des ventes, traiter un crédit documentaire, ça prend un peu du temps, ça demande de la rigueur. Et deuxièmement, surtout s'il est confirmé, le coût de ce crédit documentaire sera fonction du niveau de risque pays. Donc, ce n'est pas du tout infaisable, mais il faut que les commerciaux aient intégré qu'avant de faire du chiffrage, ils remontent vers leur direction financière pour avoir des cotations des banques, pour pouvoir intégrer dans leur prix d'offre le coût de la sécurisation. Parce que c'est très connu chez les banquiers sont toujours trop chers avec des entreprises qui n'ont pas anticipé le coût des sécurisations. Alors que si la sécurisation a été intégrée, et bien après, le prix du risque qui se négocie, parce qu'il y a quand même une concurrence, il est quand même beaucoup plus acceptable. Alors ensuite, je vous ai fait la distinction entre opérations ponctuelles et courants d'affaires, parce que quand on a des courants d'affaires, je suis à la vente, hein, à l'export, on peut davantage s'orienter vers des solutions type assurance crédit ou type lettre de crédit stand-by. D'accord ? Ce sont des garanties bancaires qui ont un côté un peu revolving. Voilà, donc c'est un peu la distinction entre opérations ponctuelles et courants d'affaires. Je prends un exemple. Nos revendeurs de Piaggio, Vespa en France, qui sont en situation financière moyenne, correcte, certains en très bonne santé, ils ont affaire à un fournisseur italien, Piaggio, Vespa, Fiat, qui fait confiance à personne et qui exige des garanties bancaires. Donc là, on est sur des courants d'affaires. Et moi, j'ai vu dans à peu près toutes les banques de la place. Lorsqu'une banque elle a comme client un importateur de Vespa, Piaggio, machin tout chouette, elle est amenée, à la demande de son client, de mettre en place soit une garantie bancaire, soit une lettre de crédit stand-by en faveur de Piaggio ou Vespa pour que ces derniers acceptent de vendre leurs produits payables à 30, 60 ou 90 jours. Donc, c'est voilà. Mais bon, Piaggio aurait très bien pu ne pas exiger les garanties bancaires, mais choisir l'option assurance crédit, hein, entre autres avec la SACE. Mais eux, ils prennent la stratégie de la garantie bancaire et la lettre de crédit stand-by parce que derrière, ils cherchent à faire refinancer ces factures par du factoring. Et le facteur, il aime bien être bénéficiaire des fameuses garanties bancaires évoquées. Donc ensuite, quelle technique de paiement? Je suis dans le chrono là, je n'ai pas l'heure. C'est bon? Et 18h. Il y a encore une quinzaine de minutes. D'accord, très bien. Donc, en ce qui concerne les techniques de paiement, la première technique de paiement, c'est le paiement d'avance. Donc, il est bien évident que les exportateurs qui arrivent à négocier des paiements d'avance, c'est les rois du pétrole, hein, parce qu'en fin de compte, soit le paiement d'avance est fait à la commande, soit au plus tard à l'expédition. Alors, j'ai des cas comme ça d'entreprise, hein, petites ou grosses entreprises.
mais force est de constater que pour obtenir un paiement d'avance de la part d'un client étranger, il faut avoir un rapport de force qui peut être lié soit à son poids, soit à son savoir-faire technique, et on est incontournable. J'ai une boîte dans 77 qui fabrique, on appelle ça des pétrisseurs ou des malaxeurs, c'est pour l'industrie de la boulangerie, et quasiment 90% de leur activité est sur le Maghreb et surtout l'Afrique, et on va dire que 90% de leur business, il est payable d'avance, parce qu'ils sont sur, on va dire, une niche, ils arrivent à imposer le paiement d'avance. Mais ça, c'est quand même plutôt des exceptions. Ensuite, la deuxième technique de paiement qui est quasiment peut-être 85% du commerce international, c'est le transfert libre. C'est quand on dit c'est payable par virement. Alors après, la question qui se pose, quand il est dit dans un contrat, la marchandise est payable à 30 jours, 60 jours, 90 jours par virement SWIFT, ça n'apporte aucune garantie à l'exportateur parce que pour l'instant, l'opération n'est pas sécurisée. Donc, c'est des opérations qui sont acceptables lorsque l'entreprise considère que le risque de défaillance de son client est extrêmement faible. Mais sinon, le transfert libre peut être sécurisé, soit par une assurance crédit que j'ai déjà évoquée. Souvent, ce sont des assurances crédit qui ont un caractère un peu global. C'est-à-dire qu'il y a un contrat d'assurance crédit qui a été signé avec un assureur crédit, et l'assureur crédit, il est sollicité régulièrement pour dire s'il accepte ou pas de donner une couverture. Et en parallèle de ce produit global, on a de l'assurance crédit qu'on appelle donc single risk, où là, l'assurance crédit est achetée affaire par affaire, rentre pas dans un contrat global et peut aller sur des montants très élevés, mais le taux de prime est forcément élevé du fait qu'il y a une concentration du risque par l'assureur crédit et forcément, il a un niveau de prime qui est plus élevé. Et enfin, autre façon de travailler, on est toujours en transfert libre, mais le vendeur a quand même voulu se sécuriser en exigeant quand même une garantie bancaire, voire une garantie maison mère, voire une lettre de crédit stand-by. Ça serait par exemple, je suis exportateur de champagne, j'ai donc un distributeur à Singapour. Le montant du business est quand même assez important par rapport à la taille de cet importateur, donc dans lequel je considère que je n'ai pas une sécurisation totale. Et donc, au lieu de lui dire c'est payable à 60 ou 90 jours par transfert libre, je lui dis c'est payable à 60 ou 90 jours par transfert libre, mais je vais être bénéficiaire d'une aide de crédit stand-by pour un montant qui représente 2 mois ou 3 mois de chiffre d'affaires et qui ne sera pas forcément confirmé, mais qui sera émis par une banque de Singapour de bonne qualité. Donc, en clair, l'acheteur de Singapour ne va pas être très content parce que je vais subordonner mon crédit, ma facilité de crédit à la mise en place d'une garantie bancaire. Donc, il faut qu'il aille négocier cette garantie bancaire qui peut avoir un coût, et ce coût est fonction de son niveau de risque. Mais l'avantage pour lui, c'est que j'accepte de lui vendre avec un délai de paiement assez long, d'accord? Parce que je sais qu'à échéance, s'il ne me paye pas, je pourrais actionner la garantie bancaire et lui, ça permet de financer son BFR, d'accord? Bon. Donc là, il y a quand même beaucoup d'opérations qui sont sécurisées par l'assurance crédit ou des garanties bancaires. Ensuite, si on n'a pas pu travailler sur ces solutions-là, eh bien, on va vers des techniques documentaires. Et là, on parle de remise documentaire ou du crédit documentaire, documentary remittance ou letter of credit. Et là, il y a une différence fondamentale entre ces deux techniques, parce que la première technique, donc, qui s'appelle remise documentaire, c'est une technique où il n'y a pas d'engagement bancaire. Donc, ça apporte un petit niveau de sécurité, mais relativement faible. D'accord ? Une remise documentaire, ça consiste simplement à ce que l'exportateur se serve de circuit bancaire pour transmettre des documents à l'acheteur, sachant que la banque qui est chargée de remettre les documents à l'acheteur, elle ne les remet que contre paiement ou engagement de paiement de l'acheteur. Il n'y a pas d'engagement bancaire à la base. Alors qu'en crédit documentaire, là, on passe en 4 étoiles. C'est une sécurité de paiement qui est donc extrêmement forte, mais elle est quand même basée sur le niveau de sécurité de la banque. Donc là, je vous ai fait un petit détail, là, le paiement d'avance, force et faiblesse, d'accord? Donc, je passe rapidement. Le transfert libre, d'accord? Quand je vous ai dit tout à l'heure que le transfert libre peut être sécurisé par une garantie bancaire, cette garantie bancaire peut s'appeler l'aide de crédit stand-by. Et donc, par exemple, dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le vendeur s'est entendu avec son client de Singapour pour lui livrer du champagne ou du vin payable à 90 jours.
il signe un contrat. Dans le contrat, il est dit que la marchandise sera payable à 60 ou 90 jours, mais que la première expédition est subordonnée à la réception d'une garantie bancaire ou d'une lettre de crédit stand-by. Donc, l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa banque à Singapour, elle est ici. Il négocie la mise en place de cette fameuse garantie bancaire, lettre de crédit stand-by. On imagine qu'il obtient l'accord de la banque. La banque, elle est d'accord pour mettre en place cette garantie bancaire, mais bien sûr, elle fait une analyse de risque et elle fait payer, bien sûr, par une commission d'engagement. La banque française, en imaginant qu'on est en France, eh bien, va analyser donc, cette garantie reçue. Elle va éventuellement la confirmer si on lui a demandé de la confirmer et si elle a convenance à la confirmer. Auparavant, elle aura mis une petite couche de compliance pour vérifier que l'opération est acceptable, que les parties prenantes sont acceptables et elle notifie cette garantie bancaire au vendeur, donc à l'exportateur français. L'exportateur, il relie bien sa garantie pour voir qu'elle correspond bien à ce qui a été négocié. Il s'aperçoit que tout est nickel chrome. Boum, il commence à produire ou à expédier si c'est déjà fabriqué. Il envoie directement les documents à l'acheteur. L'acheteur reçoit les documents directement dans le bec. Il attend que la marchandise arrive et grâce aux documents, il récupère la marchandise. Cette marchandise, l'acheteur ou il la consomme ou il la revend. D'accord? Et puis arrive l'échéance. Et comme c'est un acheteur sérieux, il règle. C'est la grosse flèche bleue. Donc, la stand-by qui a été mise en place en flèche noire, elle est là comme une sentinelle au contrat, comme un garde-fou. Elle ne sera jamais activée. Maintenant, si jamais vous m'enlevez la flèche bleue parce que l'acheteur n'est pas en capacité de payer son fournisseur français, le fournisseur français va essayer de savoir pourquoi il y a non-paiement. Est-ce qu'il y a des motifs valables de non-paiement? Est-ce qu'il y a une difficulté temporaire? Est-ce qu'il peut se montrer plus ou moins patient? Mais à un moment, le vendeur, voyant quand même que la garantie bancaire a une échéance, s'il voit qu'il va perdre de l'argent, il met en jeu la stand-by. Et mettre en jeu la stand-by, ça veut dire que le vendeur va présenter à la banque française les malheureux 2-3 documents qui ont été exigés, qui sont souvent des copies de documents, et soit la banque française va le régler parce que les documents sont conformes et elle avait confirmé la garantie bancaire, soit c'est la banque émettrice, donc la banque de Singapour, qui va payer. C'est d'une efficacité redoutable. Si c'est bien construit, c'est redoutable. Mais il faut savoir que l'essentiel des lettres de crédit stand-by ne sont jamais mises en jeu parce que la relation entre l'acheteur et le vendeur fait que l'acheteur règle toujours son fournisseur. Parfois, il le règle avec un peu de retard. Le vendeur ferme un peu les yeux parce qu'il ne veut pas créer de dissension commerciale et parce qu'il sait qu'il a quand même dans le tiroir le fameux garde-fou qui est sa fameuse lettre de crédit stand-by. Voilà. Je vous ai reproduit, vous pouvez le regarder un peu ultérieurement, un exemple type de lettre de crédit stand-by. Donc là, c'est une opération avec le Mali, avec Orange Mali. Je passe, mais bon, globalement, on voit bien qu'en cas de non-paiement, voilà les documents que l'exportateur est censé présenter, c'est-à-dire copie de lettre de transport aérien, copie de facture impayée, une déclaration de l'exportateur certifiant qu'il n'a pas été payé. Et là, donc à présent, cette stand-by émise par Bank of Africa devait être confirmée par Natixis, c'est marqué en bas. All charge and commission, d'accord, sont à la charge donc, du donneur d'ordre malien, et c'est marqué « Veuillez notifier cette stand-by au bénéficiaire et ajouter votre confirmation. » Votre, c'est la banque africaine qui parle à la banque française. Donc là, donc à présent, le texte suivant que vous avez, ça correspond au message envoyé de la banque émettrice à Natixis sur lequel Natixis est amené à confirmer. Donc je continue. Après, on a donc la remise documentaire. Donc là, c'est une technique qu'on appelle aussi documentary collection, documentary remittance. Parfois, quand c'est une remise documentaire payable à vue, on dit cash against document. Et là, ça veut dire que le vendeur, il va envoyer la marchandise à l'acheteur. Alors, soit au nom de l'acheteur, soit au nom d'une banque. Je ne rentre pas trop dans ce point technique. Mais quoi qu'il en soit, les documents qui permettent de récupérer la marchandise à destination, eux, transitent par un circuit bancaire. Et le mécanisme de la remise documentaire, c'est de dire que la banque française va dire à la banque dans le pays de l'acheteur, qu'on appelle la banque fondatrice, je vous autorise à remettre les documents à l'acheteur, soit que contre paiement immédiat, soit contre acceptation d'une traite. Donc, si c'est contre paiement immédiat, pas d'argent, pas de documents, pas de marchandises.
Si c'est contre acceptation d'une traite, c'est un peu plus dangereux pour le vendeur parce que l'acheteur accepte la traite est conservée par la banque fondatrice, hein, qui représente une créance. D'accord? Grâce à ça, l'acheteur il a les documents, il va chercher la marchandise, mais rien ne garantit au vendeur qu'il va être payé à échéance. D'accord? Donc, la remise documentaire est quand même limitée avec des acheteurs sur lesquels il y a quand même un minimum de confiance commerciale et deuxièmement, sur des pays où il n'y a pas de risque de non-transfert. Parce que ça serait quand même fort de café que l'acheteur il paye bien, lui, à échéance, le montant qui est dû, sauf qu'il paye en monnaie locale et que la banque locale n'est pas en capacité de transférer les fonds en raison d'un risque de non-transfert. J'accélère un peu. Donc là, je vous ai mis force et faiblesse. Okay. Tout ce que je viens de dire, c'est marqué, hein, noir sur blanc. Voilà. Après, on a le crédit documentaire. Donc là, c'est la reine des techniques, hein, qui est quand même en perte de vitesse parce qu'il y a d'autres solutions qui se sont substituées. Mais bon, ça fait 30 ans que je travaille dans les crédocs, ça fait 30 ans qu'on me parle de la mort des crédocs, et ça fait 30 ans que je ne vois pas la mort des crédocs. C'est vrai qu'il y a une baisse du nombre de crédocs, de crédits documentaires en Europe, mais en Asie, c'est très fortement utilisé, aussi bien sur des opérations domestiques, c'est-à-dire Chine-Chine, Vietnam, que sur des opérations import ou export, sachant que 70% des LC sont émises en Asie, émises ou reçues en Asie. Donc, c'est quand même l'Asie qui est très LC. Mais chez nous, les LC, ça monte et ça descend, c'est-à-dire que par moment, ça baisse, puis par moment, avec une augmentation du niveau de risque, eh bien, les exportateurs reviennent à des fondamentaux. Et là, si je prends l'exemple de Safran, il y a plusieurs opérations en cours là chez Safran, où la condition, c'est on a une ELC, sinon on ne fait pas l'opération. Alors que c'est des clients avec qui on ne faisait plus de ELC depuis 5 ou 10 ans. Donc, dans un crédit documentaire, il y a l'engagement de la banque de l'acheteur, qu'on appelle la banque émettrice, de payer irrévocablement un bénéficiaire, donc c'est l'exportateur, contre présentation de documents qui sont conformes aux conditions et termes du crédit. Donc, c'est-à-dire que le crédit documentaire va exiger des documents de la part du vendeur. Ces documents, bien sûr, sont liés au choix de l'incoterm, va exiger des documents qui apportent la preuve documentaire que la marchandise est conforme en poids, en qualité, etc. Et donc, une fois que l'exportateur a expédié, il collecte tous les documents qu'on lui a réclamés. Il est extrêmement rigoureux parce que quand même les banques contrôlent les documents avec une grande rigueur. Et s'il présente des documents strictement conformes aux termes et conditions du crédit, eh bien, il sera payé soit par la banque émettrice, c'est-à-dire la banque de l'acheteur, qui enverra les fonds à la banque française, soit directement à la banque française qui aurait confirmé qu'elle-même se fera rembourser par la banque émettrice. Bon. Donc, je sais que le crédit documentaire parfois a mauvaise réputation parce que les banquiers sont accusés à tort d'être des pinailleurs de première sur les documents. Cette vision, elle est totalement obsolète. Il est vrai que par le passé, dans les années 80, les documents étaient épluchés au scalpel. Aujourd'hui, les documents sont vérifiés avec rigueur, mais c'est normal parce que les banquiers payent au vu de documents sans voir la marchandise, mais ne font pas, on va dire, du zèle, je parle pour la France, hein, du zèle sur couper les cheveux en quatre. On a quelques pays où les banques ont tendance à être plus royalistes que le roi, à être très exigeantes, mais il appartient à l'exportateur de négocier son crédit documentaire comme on négocie un contrat. Et négocier un crédit documentaire, c'est entre autres se dire que le crédit documentaire doit être le moins contraignant, le plus light possible. Voilà. Donc là, vous avez le schéma qui explique un peu toute l'opération. Je pense que d'après ce que j'ai expliqué, tout le monde aura bien compris que le crédit documentaire est initié par l'acheteur qui va demander à sa banque d'émettre le crédit documentaire. C'est ce qu'on appelle donc l'ouverture du crédit documentaire. Le crédit documentaire arrive dans une banque française qui va confirmer ou pas. Le vendeur derrière, il fabrique, d'accord, en espérant que le crédoc est arrivé comme il a été négocié, sinon on peut faire des amendements. Et ultérieurement, eh bien, l'exportateur présentera ses documents à la banque et s'il a bien travaillé, ces documents seront conformes et sinon, eh bien, il pourra soit les corriger, soit il sera obligé d'attendre l'acceptation des irrégularités par la banque émettrice et par l'acheteur. Et bon, certains me diront à juste titre que 70% des documents présentés, dans 70% des cas, les documents présentés ne sont pas conformes, parfois pour des non-conformités relativement marginales, mais non conformes, c'est non conforme. Mais il faut savoir que dans l'essentiel des cas, la banque émettrice, avec l'autorisation de l'acheteur, lève les irrégularités et tout rentre dans l'ordre. Voilà. Bon, ça, c'est un peu technique. Ça, je vous ai représenté
donc un crédit documentaire. Donc là, ici, très rapidement, un crédit documentaire, c'est comme une petite histoire. Hein. Il était une fois, là, il était une fois une entreprise donc, française à Castelnau qui vend un acheteur donc, algérien, d'accord, qui s'appelle SARL GDMH. Ce dernier, il a été voir sa banque, qui est la BEA. La BEA, c'est elle qui a ouvert le crédit documentaire. Elle l'a envoyé à une banque française. Dans le cas présent, c'est, je ne sais plus ce que c'était, peut-être une banque populaire. Oui, la Banque populaire de Bordeaux. Et on voit que c'est un crédit documentaire qui est payable à vue. On voit que la marchandise, elle partira de Barcelone et elle va à Alger. On a une date limite d'expédition. C'est un contrat qui est FOB. C'est des structures pour des pharmacies peut-être, hein, peut-être de l'aménagement de pharmacie. Donc, on a le descriptif. Le montant de l'opération fait 13 501, donc c'est un petit montant pour un crédoc, hein, qui fait que ça peut avoir un petit surcoût, le fait que le crédoc soit aussi faible. Voilà. Et puis après, on a la liste des documents requis. Donc là, c'est un crédoc algérien, donc ce n'est pas les crédocs les plus wet fetcher possibles. Hein. On peut faire plus light. Mais bon, là, globalement, on a à peu près 7-8 documents et on a un peu des conditions additionnelles. Bon, globalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'exportateur, quand il reçoit un crédit documentaire, il est super content parce que c'est une très bonne garantie de paiement. Il lui appartient d'avoir en amont négocié ce crédit documentaire pour qu'il soit quand même le moins contraignant. Et malgré qu'il l'ait négocié, il lui appartient quand même, quand il reçoit ce crédit documentaire, de vérifier que ce qu'il a reçu, c'est bien ce qu'il a négocié. Sinon, il demande des modifications. Voilà. Donc, voilà, donc je vous laisse la présentation. Voilà, donc j'ai mis les forces et faiblesses. Hein. Donc, les forces, c'est efficacité pour couvrir le risque de non-paiement. D'accord. Si c'est confirmé, ça annule le risque pays et le risque banque. D'accord. La force du crédit documentaire, ça permet, si on a accordé un délai de paiement, de l'escompter. Donc, ça veut dire qu'on fait bénéficier à notre client d'un crédit à des taux très intéressants. Et moi, c'est quelque chose que j'argumente énormément aux exportateurs. Je leur dis, ne soyez pas trop radins dans les délais de paiement que vous accordez à vos clients étrangers, surtout quand ces clients ont des coûts de crédit élevés. Il faut savoir qu'au Vietnam, on emprunte de l'argent à 9-10%. Au Brésil, ça peut être 16-18%. Donc, vous voyez, avec des taux d'intérêt aussi élevés, les acheteurs étrangers, ils apprécient quand on leur donne du 30, 60 ou 90 jours. Or, chez nous, le taux de l'argent ne coûte pas cher et les banques seront d'accord pour nous refinancer sur la base d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé. Donc, là, c'est la démonstration que le crédit documentaire n'est pas uniquement une technique de paiement, ça peut être aussi une technique de financement. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est parfait. C'est un peu rapide, hein,